Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 366e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé-Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé-Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. En cette 366e édition, nous avons retenu pour thème Intégration d'Haïti à la CARICOM, quels enjeux? Pour avoir cette émission, nous avons à la fois le plaisir et le privilège d'accueillir un professionnel qui a fait de ce thème, de ce sujet, un véritable travail de recherche, d'étude et d'investigation. Un professionnel qui publie de manière régulière des articles dans les journaux pour renseigner le grand public, partager ses recherches, partager ses conclusions. Eh bien, il se passe de présentation. C'est la deuxième fois qu'il intervient à OCPA Magazine. Eh bien, il s'agit de l'économiste Jean-Daniel Elie. Monsieur Elie, bienvenue à notre émission. Merci, Monsieur Payan. C'est également un grand plaisir à chaque fois que je reçois une invitation, et enfin c'est la deuxième, pour répondre positivement à cette invitation. Et pratiquement, l'objet de cette présentation, de cette session à laquelle nous participons, c'est la CARICOM, la communauté de la Caraïbe, qui inclut désormais un marché et une économie unique. Donc, je pense que c'est un sujet d'actualité et d'intérêt également. Et je pense que le grand public, les spectateurs pourront tirer quelque chose en termes d'information en ce qui a trait à cette question importante pour Haïti. Merci, Monsieur Elie, pour votre disponibilité. Sur ce, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'Ordre des comptables. L'Ordre organise chaque jeudi une conférence mensuelle ouverte au grand public, aux membres de la corporation, aux chercheurs, aux professeurs et au monde des affaires en général. Donc, vous êtes invités à prendre part au jeudi mensuel de l'OCPA, car c'est vraiment un espace où il y a beaucoup d'informations à échanger et aussi beaucoup
de données nouvelles à partager avec d'autres confrères, d'autres membres du secteur des affaires. L'Ordre des comptables reçoit aussi des inscriptions en son local au numéro 17 de Ariel Bossan. Donc ceux qui voudraient intégrer la corporation peuvent passer au local de l'OCPA chaque jour ouvrable de 9h à 4h PM. À chaque émission, nous apportons aussi quelques éléments d'information, quelques conseils. Eh bien, nous vous rappelons, ceux particulièrement qui sont dans le secteur des affaires, que la loi accorde un délai de 3 mois après la clôture de l'exercice pour déposer leurs états financiers à la DGI. Donc, ça veut dire, si on ne respecte pas ce délai, eh bien, on peut solliciter un 4e mois. Et à l'expiration de ce 4e mois, eh bien, l'amende sera de 25 000 gouttes par mois si l'entreprise relève du droit commun, ou bien 50 000 gouttes si l'entreprise bénéficie de l'exonération d'impôts. Donc, ceci concerne les entreprises qui ne sont pas sujettes à l'audit indépendant. Cependant, les entreprises qui sont sujettes à l'audit, eh bien, elles bénéficient de 4 mois après la clôture de l'exercice financier, de la période financière. Donc, ça veut dire, si dans cet espace de 4 mois, on a donné la possibilité de soumettre ces rapports financiers, eh bien, on pourra solliciter un délai additionnel d'1 mois. À l'expiration de ce délai, qui est un 5e mois, l'amende sera de 25 000 gouttes si l'entreprise relève du droit commun, ou bien l'amende sera de 50 000 gouttes si l'entreprise est bénéficiaire des avantages du code d'investissement, auquel cas elle est exonérée d'impôts. Donc, vous êtes amplement renseigné, à savoir l'amende peut être de 25 000 gouttes ou de 50 000 gouttes. Le délai peut être de 3 mois ou de 4 mois ou bien de 4 à 5 mois, dépendant de votre situation. Donc, encore une fois, nous vous invitons à accomplir vos formalités dans le délai imparti par la loi. L'émission du jour a pour thème intégration d'Haïti à la CARICOM. Quels enjeux? Notre invité, l'économiste Jean-Daniel Elie. Je dirais d'entrée de jeu que nous accueillons un des membres du corps des consultants nationaux bénévoles, c'est-à-dire des professionnels qui, dans le domaine de leurs compétences, mettent le fruit de leurs recherches à la disposition du grand public. Eh bien, M. Elie, en 2002, Haïti a intégré le marché commun de la communauté de la CARICOM. 16 ans après, quel est le constat? Bon, et merci M. Payan. Et la question est très pertinente. Et je pense qu'il est nécessaire, avant d'arriver à ce constat, faire ce constat, il faudrait peut-être rappeler, faire un petit rappel sur ce qui a été négocié entre Haïti et la CARICOM. Et ensuite, nous arrivons au point concernant à quel stade nous sommes parvenus en ce qui a trait à notre intégration effectivement à la CARICOM. Sur la question du rappel, je dirais tout simplement ceci, que s'il faut revenir jusqu'en arrière, aller peut-être vers les années 70, dire rapidement que Haïti a essayé d'intégrer la communauté de la Caraïbe, parce qu'il y avait un certain intérêt à ce moment-là. Cette demande d'adhésion a été produite à l'époque auprès de la CARICOM. Elle a été refusée. Et les raisons de ce refus, entre autres, ça a été ce que je peux dire. À l'époque, Haïti, il y avait une dictature en Haïti, et que les États membres de la CARICOM, à ce moment-là, c'est des États démocratiques et qui ne voulaient pas, disons, qu'un État qui ne pratiquait pas la démocratie intègre ce forum. Il y a eu ensuite, après ce refus,
Il y a eu, je crois, en 1986, autant que je me rappelle, 1982, je ne me rappelle pas très bien de la date, il y a une autre approche qui a consisté à faire à ce que Haïti puisse participer à certains organes spécifiques de la CARICOM à titre de coopération fonctionnelle. Ça a été le comité des affaires, le comité qui traitait des questions de la santé, de l'éducation. Mais Haïti n'a jamais pu participer à ces forums, effectivement. Il y a eu par la suite, en 1989, une autre approche qui consistait à ce qu'il y ait une coopération par le biais d'une commission technique. Donc cette commission technique a été établie en 1989. Elle visait justement la coopération économique, technique, fonctionnelle en quelque sorte dans plusieurs domaines. Elle a tenu une seule réunion en 1989 et par la suite, elle ne s'est jamais réunie. Maintenant, il y a eu un regain d'intérêt pour la CARICOM à l'époque de la présidence de René Préval. C'était à l'époque des années 90, de l'année 97. Il y a eu des contacts à avoir été réalisés entre les deux parties. Il y a eu une grande mission technique de la CARICOM à venir en Haïti, avec laquelle la partie haïtienne a eu des discussions approfondies. C'était le premier contact en quelque sorte. Cette mission voulait avoir des informations sur l'économie, sur toutes les composantes d'Haïti, au niveau économique, au niveau judiciaire, etc. Et la partie haïtienne avait voulu avoir des informations aussi en ce qui concernait le mouvement d'intégration dans la région. Après, à l'issue de cette discussion, Haïti a été accepté à titre provisoire comme membre de la CARICOM. Mais sous réserve pour les deux parties d'entreprendre des négociations en vue de déterminer les termes et conditions non négociables, les termes et conditions d'adhésion effective d'Haïti à la communauté. Entre 1998 et 1999, ces négociations ont eu lieu et on n'est pas revenu à la fin de 1900, à la première moitié de 1999, à une entente sous forme de mémorandum d'accord, un mémorandum d'accord qui a été signé entre le président René Préval et le premier ministre de l'époque de Trinidad et Tobago, qui dirigeait la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Basdeo Pandé. Et tout ce qui a été négocié avec la CARICOM figure dans ce document. À ce moment-là, on se plaçait dans le contexte du traité de Chaguaramas de 1973. Mais lorsque Haïti négociait avec la CARICOM, la région s'était déjà engagée dans un mouvement de réforme du mouvement d'intégration. Et c'était sous l'égide, ou du moins, c'est à partir des discussions qui avaient été tenues en 1989 également, dans le cadre de cette discussion qui s'était tenue à la Grand'Anse. La Grand'Anse, c'est une zone, une région de la Grenade. Et il y a eu une déclaration qui est issue de cette discussion. Et c'est à partir de ces discussions que la CARICOM a commencé à tenir des discussions devant aboutir à un nouveau traité. Donc, il y a eu par la suite des négociations qui ont abouti à l'établissement de 9 protocoles. Et ce sont ces 9 protocoles qui ont été inclus dans le traité de Chaguaramas de 1973. Et cette fois-ci, il y a eu un nouveau traité qui s'intitule désormais Traité de Chaguaramas révisé, mais qui inclut maintenant un marché et une économie unique.
Alors, ce qu'il faut dire, s'il faut que je revienne en arrière un petit peu, quelle est la différence entre les deux? C'est que, en 1973, le traité de Chaguaramas avait établi la communauté caribéenne, ou bien la communauté de la Caraïbe, qui incluait dans une annexe un marché commun. Alors, la caractéristique de ce document, de ce traité, c'était qu'un pays pouvait ne pas faire partie du marché commun, mais participer uniquement à la communauté, à la partie politique, je dirais, de ce mouvement d'intégration. Tel a été le cas, par exemple, des Bahamas, qui n'ont jamais fait partie du marché commun de la Caraïbe, mais qui intégraient plutôt la partie politique, la composante politique représentée par la communauté elle-même. Alors, en 2001, date à laquelle le traité pratiquement est entré en vigueur, le traité incorpore désormais un marché et une économie unique à côté de la communauté, mais cette fois-ci, un État qui fait partie de la communauté est également membre du marché et de l'économie unique. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Après l'établissement, la signature du traité, la ratification du traité par les États membres, on n'est pas revenu maintenant à ce qu'on a appelé, on s'est dirigé tout droit vers l'établissement de ce qu'on appelle le marché. On a essayé de mettre en œuvre le marché et l'économie unique. Malheureusement, compte tenu de certaines difficultés rencontrées par la région, le marché unique est entré en vigueur, seulement le marché unique est entré en vigueur, d'abord en janvier 2006 pour les États les plus développés, à savoir la Barbade, la Jamaïque, Trinidad et Tobago, Suriname, etc. Par contre, le marché unique est entré en vigueur en juillet 2006 pour les autres, c'est-à-dire les pays les moins développés. C'est-à-dire que les pays les moins développés qui font partie de l'organisation sous-régionale dénommée Organisation des États de la Caraïbe de l'Est, ou bien de la Caraïbe orientale. Alors, c'est ce processus, effectivement, qui est en cours, d'abord, maintenant, au niveau de la région, c'est-à-dire la communauté de la Caraïbe, qui inclut un marché et une économie unique, avec la mise en place progressive du marché unique à partir des différentes composantes. Et ces composantes, quelles sont-elles? C'est la composante marché, commerce des marchandises. Il y a la composante commerce des services, capitaux, circulation des personnes, droits d'établissement. Il y a une composante qui concerne les questions liées au commerce, à savoir la concurrence, les marchés publics, et l'innovation et d'autres questions aussi que nous verrons tout à l'heure. Alors, ce sont ces questions qui sont en passe d'être mises en œuvre au niveau du marché unique. Alors, il faut dire qu'au niveau de la composante économique, la nouveauté, c'est que par rapport au traité de 1973, on a mis en place d'autres entités, d'autres organes qui n'existaient pas avant au niveau du traité de 1973. On a encore la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui remplit de nouvelles fonctions. Le mandat a été élargi en quelque sorte. Il y a ensuite les organes, les comités ministériels. On a d'abord le comité du commerce et du développement économique. On a le comité de la planification et des finances et de la planification. Il y a le comité qu'on appelle, qui s'occupe des questions de relations extérieures, non seulement avec les États tiers, mais également avec les membres de la CARICOM. Et il y a également un comité assez important qui s'occupe des questions liées, c'est le comité qui s'occupe, c'est le conseil qui s'occupe des questions de droits humains, etc. C'est le COSOD.
Donc ce sont ces organes en principe qui sont nouveaux et qui permettent à la CARICOM de fonctionner au niveau de la superstructure. Et je dirais tout de suite qu'au niveau de la mise en œuvre du marché unique, ce sont ces comités-là qui opèrent au niveau de la mise en œuvre. Et au niveau du marché unique, il y a un comité spécifique qui, je dirais, pilote en quelque sorte l'établissement du marché unique, c'est le comité du Conseil du commerce et du développement économique. Donc c'est ce conseil-là, c'est ce comité qui pilote la mise en œuvre des différentes composantes du marché unique de la CARICOM. Excusez-moi, on n'a pas parlé d'environnement. L'environnement, non. L'environnement est discuté. Les questions environnementales, dépendamment des aspects qui sont visés, on peut discuter ces questions au niveau du COTED. Très bien. On peut également discuter ces questions au niveau du COSOD. Le COSOD, c'est le Conseil du développement social et humain. Tu comprends? Et c'est là qu'on retrouve la coopération fonctionnelle, que se développe la coopération fonctionnelle au niveau de la CARICOM. Très bien. Maintenant, par rapport à ce rappel, qu'est-ce qui s'est passé au niveau d'Haïti? Faut-il rappeler ce qui a été fait par Haïti pour intégrer la CARICOM? Je dirais qu'effectivement, d'abord, les négociations ont abouti à quoi? On a négocié. Les points qui ont été négociés avec la CARICOM, c'est quoi? C'est, premièrement, on a essayé de rechercher à bénéficier du statut de PMD, de pays moins développés. Pourquoi? C'est parce qu'on voulait avoir beaucoup plus de flexibilité dans le processus de mise en œuvre des différentes composantes. On a obtenu également ce que j'appelle, on a voulu avoir avec la CARICOM, ne pouvant pas avoir ce que je peux appeler le français comme langue de travail, parce qu'on a dû accepter l'anglais comme langue de travail de la CARICOM. Ça faisait partie des conditions non négociables. Haïti a dû demander ce que j'appelle une coopération en formation en langue anglaise. C'est-à-dire, cette formation devait surtout se situer au niveau des institutions haïtiennes, au niveau des fonctionnaires qui devaient pouvoir mettre en œuvre les composantes du traité révisé. On a négocié aussi, on avait compris qu'il n'y avait pas moyen de mettre immédiatement le tarif extérieur commun en vigueur, rentrer d'emblée dans le tarif extérieur commun, parce que les taux de droits de douane qui figuraient dans le tarif extérieur commun étaient dans l'ensemble beaucoup plus élevés que les taux de droits de douane qui étaient appliqués au niveau du tarif douanier national. Donc, étant donné que le gouvernement voulait quand même garder le statu quo sur les droits de douane, sur certaines marchandises, comme le riz par exemple, donc on a dû négocier aussi environ 500 lignes tarifaires. Excusez-moi, est-ce que vous ne pourriez pas faire un petit rappel de ce qu'est le tarif extérieur commun? Le tarif extérieur commun, en fait, c'est un instrument qui permet à la région d'assurer une certaine protection vis-à-vis des importations venant de l'extérieur. Je rappelle tout de suite que pourquoi un tarif extérieur commun? C'est parce que la CARICOM, j'ai dit tantôt que la CARICOM, avec le traité de Chaguamas révisé, se dirige tout droit vers la mise en place d'un marché unique. Mais avec un marché unique, vous avez tout de suite compris qu'on va au-delà d'une union douanière. À savoir, vous allez avoir les composantes liées à la libre circulation des marchandises, la libre circulation des services, des capitaux, etc. Mais vous aurez aussi la libre circulation des personnes et d'autres, disons, variables qui font partie d'un marché unique en général. Maintenant, la question du tarif extérieur commun se situe surtout au fait que la CARICOM, malgré qu'elle se dirige vers un marché unique, est encore une union douanière. Pourquoi? Parce que
par rapport à l'Organisation mondiale du commerce, dont Haïti fait partie, et également la quasi-totalité des États membres de la CARICOM, à l'exception des Bahamas, la CARICOM a été, en tant qu'union douanière, a été, je dirais, notifiée à l'OMC en tant qu'union douanière à travers l'article 24. L'article 24 qui réglemente en quelque sorte l'établissement des zones de libre-échange et des unions douanières. Parce que les zones de libre-échange et les unions douanières, ils font, disons, ils discriminent par rapport à la disposition de l'OMC, par rapport à la disposition concernant l'article 1, qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de discrimination entre les membres participant au commerce international qui acceptent les accords commerciaux multilatéraux. Donc, les règles de l'OMC permettent l'établissement des zones de libre-échange et des unions douanières, mais les règles de l'OMC à travers l'article 24 ne permettent pas, ne réglementent pas les autres formes d'intégration économique, à savoir comme l'Union européenne par exemple, comme je dirais, qu'est-ce que je pourrais citer également? Bon, si je prends surtout l'Union européenne, qui est une union économique, qui intègre non seulement les différentes composantes que je viens de citer, donc puis c'est pour ça que l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne, en tant que membres de l'OMC, ce qui a été négocié, ce qui a été notifié à l'OMC, c'est la partie communautaire, la communauté économique, la communauté européenne, et non pas l'Union européenne qui fait partie de la CARICOM. Donc, ce qui veut dire que c'est un élément technique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la CARICOM. Parce que la CARICOM, c'est une union douanière. Donc, une union douanière, la principale composante, c'est un tarif extérieur commun, c'est-à-dire un tarif qui permet de taxer les marchandises qui sont importées des pays tiers, parce qu'à l'intérieur de CARICOM, il n'y a pas de droits de douane. Oui. Les droits de douane ne sont pas appliqués en vertu du principe de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'espace CARICOM. Tout à fait. Maintenant, Haïti a dû demander une suspension du tarif extérieur commun d'entrée de jeu parce que n'étant pas en mesure de mettre en œuvre immédiatement ce document. Pourquoi? Parce que les taux de droits de douane étaient beaucoup plus élevés. Et l'autre dimension de la question aussi, c'était que il ne s'agissait pas seulement de prendre en considération les tarifs appliqués, parce que dans le tarif douanier se trouvent les tarifs appliqués, et ces tarifs, ce sont ces tarifs qui grèvent les marchandises qui sont importées, et ces tarifs étaient de loin inférieurs aux tarifs extérieurs communs, parce que les taux de droits de douane oscillaient entre 0 et 15%. Donc 0 et 15%. Entre 0 et 15%. Donc là, nous parlons du tarif extérieur commun, nous parlons pratiquement de l'intégration d'Haïti. Alors, on va devoir prendre une pause pour vous revenir. Tarif extérieur commun, 0 à 15%, et Haïti se trouve en situation de pouvoir respecter ses engagements pour intégrer ce marché. Alors, à quel point nous en sommes aujourd'hui? Alors, je voulais terminer, je vais avancer au niveau de cette présentation du tarif extérieur commun. Je disais tantôt que, effectivement, je situais la question au niveau du tarif douanier national.
Et je situe la question aussi par rapport aux subventions, aux suspensions qui ont été demandées par Haïti. Tout à fait. Une liste assez exhaustive comme ça, qui prenait en considération certaines variables comme le coût de la vie, Etc. comme on ne pouvait pas faire passer brusquement un droit de douane d'un taux donné à un taux beaucoup plus supérieur. Donc on a tenu compte de cette question-là aussi. On a tenu compte de la question d'un élément concernant la gasoline aussi. Vous voyez, on ne pouvait pas, nous savons ce que représentent les produits pétroliers pour les gouvernements haïtiens. C'est là qu'ils tirent l'essentiel des revenus et des ressources. Donc on a voulu garder effectivement les taux de droits de douane sur la gasoline, etc. Maintenant, par rapport aux tarifs douaniers nationaux, dans lequel figuraient des taux de droits de douane inférieurs à ceux du tarif extérieur commun, il y a une autre question. C'est la question maintenant des taux consolidés, des engagements tarifaires, disons, pris par Haïti envers l'Organisation mondiale du commerce. Je parle des engagements tarifaires qui figurent dans la liste tarifaire de 1995. Or, dans ces engagements tarifaires, dans cette liste, figurent, je dirais, des taux plafonnés à des niveaux donnés. Et je vous dis tout de suite que ces taux, la fourchette pour ces taux se situe entre 0 et 50%. Donc, automatiquement, je prends toujours l'exemple d'un produit donné pour expliquer que cette situation, qui veut que Haïti ne pouvait pas appliquer immédiatement le tarif extérieur commun. C'est le riz, par exemple. Le riz est taxé à 3%. Je pense que le taux aujourd'hui est à 5%. Le taux du riz au niveau du tarif consolidé à l'OMC est à environ 50%. 40%, excusez-moi. C'est ce qui a été négocié avec l'OMC. Mais maintenant, on peut dire que Haïti pouvait appliquer immédiatement le tarif de 25% applicable au riz, le tarif qui figure dans le tarif extérieur commun. Il n'y aurait pas de problème pour Haïti de faire passer le tarif de 3% à 25%. La conséquence. Maintenant, on comprend tout de suite qu'il y aurait des conséquences terribles, notamment au niveau de la non-disponibilité de la quantité de riz nécessaire pour l'alimentation des Haïtiens. Et il faut dire aussi que le riz, c'est un produit de consommation de masse. C'est ça. Et compte tenu des déficits que nous avons enregistrés et que nous continuons à enregistrer au niveau de la production de riz, au niveau de la Tibonite, on a tout de suite compris qu'on ne pouvait pas faire passer. Le gouvernement haïtien à l'époque a tout de suite compris qu'il ne pouvait pas faire passer le riz de 3% à 25%. Ouais. Mais l'autre question aussi, c'est qu'il n'y a pas que les 25% de taux de droit de douane, qui est le taux d'imposition nominale, mais il y a aussi les autres droits d'imposition qui grèvent le riz. Et le pourcentage est de l'ordre de 18%. Alors 43 déjà. Donc vous imaginez automatiquement de faire passer le riz de 3% à 25%, plus les 18%, automatiquement ça vous fait 43%. Donc, il y avait un choix à faire. Donc on a pensé à justement négocier avec la CARICOM pour dire non, nous ne pouvons pas faire passer immédiatement le taux du riz de 3% à 25%. Nous demandons une période de temps pour que nous puissions mettre, par exemple, procéder à des ajustements dans la production de riz au niveau de la Tibonite. Et c'est ce qui a été accordé à Haïti, entre autres produits. Et Haïti dit bénéficier de ce moratoire de 5 ans pour continuer à appliquer le taux de droit de douane de 25%. Mais ce moratoire pourrait être renouvelé. Et c'est ce qui a été fait à un moment donné, je crois en 2009. Nous étions en 99. 5 ans après, non, 2014.
en 2014, 59-14, on devait pouvoir renégocier cette affaire. Donc maintenant, c'est la difficulté que nous avons au niveau du tarif extérieur commun par rapport aux engagements tarifaires à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce. Donc pour pouvoir mettre en œuvre le tarif extérieur commun, il faut renégocier les taux qui sont supérieurs au taux du TEC et les ramener au taux du TEC. Donc ça veut dire que nous avons pas mal de lignes tarifaires qui se trouvent dans cette situation. Et à ce moment-là, il faut passer par la procédure, une procédure qui est établie au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. C'est la procédure de l'article 28 qui permet, qui montre, qui indique comment justement renégocier une liste de concessions tarifaires à l'Organisation mondiale du commerce. Et je pense que ce processus est déjà engagé au niveau du gouvernement haïtien, depuis, je crois, l'année dernière. Et la difficulté que nous avons, c'est au niveau de la République dominicaine, parce qu'au niveau des États membres les plus développés, et avec le statut de pays moins avancé d'Haïti auprès de l'Organisation mondiale du commerce, il y a peut-être une certaine considération qui va être faite par les États les plus développés, tels que les États qui font partie de l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, etc., pour accepter justement à ce qu'Haïti révise sa liste de concessions tarifaires à l'Organisation mondiale du commerce. Parce qu'à ce moment-là, il faut aller directement vers les pays avec lesquels les négociations, nous avons négocié ces tarifs. Et il n'y a pas seulement que ces pays, il y a d'autres pays qui ont un intérêt substantiel dans ces tarifs et il faudra discuter avec eux. Et la République dominicaine se trouve dans cette situation. Et vous comprenez que la République dominicaine hésite encore à accepter disons, la révision de la liste tarifaire d'Haïti. Donc il y a un côté bilatéral, il y a aussi un côté multilatéral. Multilatéral, c'est ça. Bon, alors maintenant, Haïti, concrètement, se trouve à quel stade aujourd'hui? À quel point se trouve Haïti par rapport à ses engagements, intégration effective à la CARICOM? Ce qu'il faut dire, c'est que un processus d'intégration économique, que ce soit au niveau d'une zone de libre-échange ou d'une union douanière, ou bien de ce que j'appelle une union économique, etc., est toujours difficile à mettre en place. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a des avancées qui peuvent être obtenues immédiatement, mais il y a ce processus va nécessiter davantage de temps. Oui, il y a des contraintes. C'est ça. C'est le cas, par exemple, du tarif douanier dans le cas de la CARICOM. À ce niveau, on peut dire que qu'est-ce qui a été fait au niveau d'Haïti? Au niveau d'Haïti, depuis que Haïti a intégré la CARICOM en 1999, on a bénéficié de l'assistance, de la coopération technique du secrétariat en ce qui a trait aux travaux à mener, les travaux à faire pour que Haïti puisse répondre à cette obligation. On a eu pas mal de missions à séjourner en Haïti, de missions du secrétariat. On a travaillé avec les experts du secrétariat, les experts douaniers. Et quand on dit je dis nous, je prends en considération la douane, le ministère de l'économie et des finances, le ministère du commerce, etc., le ministère de l'agriculture pour les tarifs agricoles, etc. Donc, mais la question, on a avancé au fur et à mesure. Il y a eu des simulations de révision du tarif douanier haïtien a été faite. Mais peut-être qu'au niveau politique, on n'était jamais parvenu à, disons, une décision définitive en ce qui a trait non seulement à l'engagement aux actions à entreprendre auprès de l'Organisation mondiale du commerce pour justement renégocier la liste de concessions tarifaires et peut-être arriver à une solution définitive devant permettre à ce qu'il y ait une harmonisation. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a. Il faut harmoniser le tarif douanier national avec le tarif extérieur commun.
Et à ce moment-là, quand l'harmonisation aura été réalisée, c'est le tarif extérieur commun qui va prévaloir en Haïti. Maintenant, avec des travaux qui avaient été effectués antérieurement, plus récemment je dirais, les institutions haïtiennes ont repris en quelque sorte le processus. Notamment, il y a le bureau de négociation, de coordination et de suivi de la CARICOM, le bureau haïtien, qui travaille énormément à partir de ce qui a été fait par ce bureau antérieurement. Et avec le ministère de l'économie et des finances, on est parvenu à la mise en place, à l'établissement d'un projet de tarif douanier qui va être harmonisé avec le tarif extérieur commun. Mais en attendant la conclusion des négociations avec l'Organisation mondiale du commerce, avec l'OMC. Donc le processus est déjà engagé. Il y a des discussions, semble-t-il, qui se tiennent déjà avec la République dominicaine pour essayer de voir comment résoudre ce problème. Maintenant, il y a d'autres dimensions, parce que pour que les échanges commerciaux qui n'ont jamais commencé effectivement avec la CARICOM et qui pourraient conduire à une participation effective à ce bloc régional, il faut effectivement 3 éléments fondamentaux, 3 variables fondamentales, 3 composantes, ou bien 3 sous-composantes, parce que ces composantes se trouvent au niveau de la composante, disons, libéralisation commerciale, commerce marchandises. C'est le tarif extérieur commun. Donc, on a vu ce qui était en train d'être fait pour que Haïti puisse justement, disons, répondre à ses obligations vis-à-vis de la région. Il y a un deuxième volet, c'est le volet concernant les règles d'origine. Parce que si le tarif extérieur commun n'est pas appliqué au niveau intra, il faut que les marchandises qui sont importées, pour qu'on puisse connaître au moins l'origine de ces marchandises, il faut quelque chose, il faut un document. Donc, à ce moment-là, on se dirige tout droit vers les règles d'origine. Et à partir des règles d'origine, les marchandises doivent être certifiées. Et pour être certifiées, c'est à travers un document qu'on appelle le certificat d'origine. De ce côté, je pense qu'il y a eu des avancées, une très grande avancée. Le certificat d'origine a pu être mis en place par Haïti et le ministère du Commerce et de l'Industrie est en mesure de délivrer le certificat d'origine aux exportateurs. Et ceci, c'est à partir d'une action que Haïti avait menée vers 2008-2009, action consistant, parce que devant l'impossibilité de permettre à ce que Haïti participe effectivement à la communauté et au marché commun, nous avions demandé à la CARICOM de nous donner un accès préférentiel qui ne serait pas réciproque sur certaines lignes tarifaires dans lesquelles se trouvent classées certaines marchandises d'intérêt. Okay. Donc c'est ainsi que le COTED a d'abord, la demande a été faite, produite à la CARICOM, des discussions avaient eu lieu au COTED, au Conseil du commerce et du développement économique. Il y a eu une acceptation, parce qu'on avait proposé 65 lignes tarifaires, et seulement 42 ont été accordées, parce que d'autres États membres avaient estimé qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans cette logique, étant donné qu'ils produisaient, par exemple, le reste des marchandises. Très bien. Mais le troisième élément? Le troisième élément, c'est les normes. Les normes. Les normes et réglementation technique. Là, au niveau des normes, beaucoup reste à faire, quoique déjà, au niveau de l'État haïtien, au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, il y a des efforts extraordinaires qui ont été réalisés. Au niveau des normes, Haïti doit pouvoir justement appliquer les normes régionales, c'est-à-dire que les marchandises les standards qui doivent être exportées vers la région doivent respecter les normes régionales. Et même lorsque ces normes n'existent pas encore,
il faudra que les marchandises au moins respectent les normes internationales. Tout à fait. Nous parlons des normes ISO, etc. Oui, pour le cas de ça. Maintenant, l'avancée qui a été faite au niveau de ce volet, c'est que, premièrement, Haïti est devenu membre de l'Organisation régionale des normes et de la qualité, plus connue sous le terme anglais, sous le sigle anglais CROSQ, c'est le Caribbean Regional Organization for Standards and Quality. Donc, c'est cette organisation régionale qui est le bras technique de la région en matière de normes et de qualité. Haïti fait partie disons, est membre de cette organisation sans pour autant avoir signé encore l'accord qui a établi cette organisation. Très bien. Cet accord doit être pratiquement ratifié, signé par Haïti. Je crois Haïti a signé, mais n'a pas encore ratifié l'accord établissement de COSCU. Donc ensuite, l'autre élément important, c'est que nous parlons de normalisation. Haïti devra mettre en place une organisation qui s'occupe de cette question-là. Et c'est ainsi que le Bureau haïtien de normalisation a été mis sur pied, je crois, en 2012, à partir des travaux qui avaient été réalisés bien avant ça, dans les années antérieures, notamment depuis que Haïti participe à la CARICOM, etc. Donc, ce sont ces trois éléments fondamentaux. Le tarif extérieur commun, les règles d'origine et les normes et spécifications techniques que Haïti doit pouvoir mettre en œuvre pour que les échanges commerciaux puissent commencer avec la région. Et ce qui tarde encore à se faire, à se concrétiser. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que Haïti peut tirer de cette 21e conférence qui vient de se faire Haïti, là? Parlant de la conférence, rapidement, de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, la conférence, c'est l'organe suprême, je dirais, de la CARICOM. Et c'est un organe politique. C'est un organe qui décide au niveau politique, qui prend les décisions pour la région. Mais je dois dire que ces décisions, le plus souvent, proviennent des décisions adoptées dans les conseils que j'ai mentionnés tantôt. Tout à fait. À savoir Conseil du commerce et du développement économique, le COTED, le COFAP, le COSOD, etc. Donc, étant donné que les décisions qui sont prises à ce niveau-là ne peuvent pas être considérées comme des décisions définitives, il faut qu'elles soient entérinées par les chefs d'État et de gouvernement. Tout à fait. Maintenant, la conférence, en fait, se réunit 2 fois l'an. Il y a la session extraordinaire, c'est la réunion de l'intersession qui s'est tenue, la réunion ordinaire qui se tient en général en juillet. C'est là qu'on prend toutes les grandes décisions de la CARICOM, etc. La réunion de l'intersession en général table sur certaines questions qui n'avaient pas pu être débattues, pour lesquelles on n'avait pas trouvé une entente lors de la réunion de la session ordinaire de la CARICOM. Alors cette intercession-là, effectivement, a porté sur un ensemble de questions, et notamment la question, la libre circulation des personnes. Mais la libre circulation des personnes, c'est un autre volet qui doit être mis en œuvre par Haïti et sur lequel je n'ai pas élaboré tout à fait, mais qui est un gros morceau. Un gros morceau en ce sens que, au niveau de la région, on accepte, il faut supprimer les obstacles à la libre circulation des personnes. C'est le principe de base qui a été établi. Que ce soit au niveau de la libre circulation des services, que ce soit au niveau de la libre circulation des capitaux, que ce soit au niveau de la libre circulation des personnes. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles du tout. Tout à fait. Donc, maintenant, pour le faire, il faudra qu'on établisse au niveau des États membres ce qu'on appelle un programme, je dirais, de libéralisation, un programme d'élimination des restrictions. Des restrictions, c'est ça. Ce principe est déjà engagé au niveau des services, au niveau des capitaux, même au niveau des personnes, parce que au niveau de la région peuvent circuler librement certaines catégories de personnes.
Quelles sont ces catégories? D'abord, les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires surtout, mais nous avons ce que j'appelle les sportifs, les universitaires, tu vois. Il y a aussi les infirmières, les musiciens aussi, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on parle de la libre circulation de ces catégories de personnes, il y a aussi, comme tu l'as dit, au niveau des hommes d'affaires, il y a les fournisseurs de services qui peuvent également circuler librement. Mais ce qui se passe, il y a des conditions. Oui, évidemment. Lorsqu'on dit qu'un artiste peut circuler librement dans la région, c'est pas comme ça, n'importe qui peut se dire être un artiste, un musicien, un performeur, comme on appelle ça, et dire qu'il se présente au niveau de la région pour se voir. Il y a des règles. Non, mais on a établi des règles. Oui. On dit que pour être musicien, voilà. Il y a un profil qui est défini. Il y a un profil qui est défini, tu comprends? Pour être sportif, il y a un profil qui est défini, tu comprends? Monsieur Elie, perspective maintenant. Est-ce que l'intégration va faciliter, va booster la production en Haïti? Ah, bien sûr. Cette question revient constamment sur le tapis. On dit, bon, en général, je suis d'accord que un pays qui intègre un processus d'intégration économique, que ce soit un processus à allure de zone de libre-échange ou d'union douanière ou autre, c'est que ce pays a déjà une production assez importante. Ce pays, je dirais, satisfait déjà son marché. Oui. Maintenant, ce pays dispose d'excédents et cherche le marché justement à placer ses excédents. Mais l'inverse est tout aussi possible aussi. Vous ne pouvez pas ne pas disposer de cette quantité de marchandises. Vous avez des déficits, mais vous pouvez aussi produire pour la région. Tout à fait. Et c'est le cas d'Haïti, je pense, qui dispose de certaines, je dirais, de certains atouts en matière de production, mais dans la mesure où nous sommes sérieux pour développer un certain type de production. Par exemple, on prend l'exemple du tourisme, par exemple. Le tourisme, c'est une activité très importante qui est développée au niveau de la région. Nous avons plusieurs millions de touristes qui visitent les autres États membres de la CARICOM, parce que le tourisme, c'est l'activité principale de certains États membres, tels que la Barbade, Trinidad et Tobago, etc. Vous avez la Grenade aussi. Très bien. Et si vous allez dans ces pays, vous allez voir le nombre d'installations touristiques. Et vous allez voir aussi que le nombre d'hôtels, de branches d'hôtels, même américaines ou bien européennes, qui sont établies déjà à Trinidad et Tobago, ou bien, etc., à Sainte-Lucie, etc. Mais il y a la région, disons, a un problème, confronte un problème en matière de production. Oui, ils ont besoin de production. Donc à ce moment-là, si on se montre sérieux, on pourrait essayer d'engager justement une approche de production, disons, visant des produits donnés. À ce moment-là, il faudrait voir comment développer l'offre exportable d'Haïti. Oui. L'offre exportable destinée vers le marché régional, mener une étude de l'offre exportable pour voir en matière de marchandises qu'est-ce qui peut être développé. Il y a beaucoup d'espoir là. Mais également au niveau de ce que j'appelle le secteur des services aussi. Oui. Parce que même au niveau des services culturels, il y a des possibilités de développer ce type de services vers la région aussi. Donc je pense que là, il faudra aussi à ce moment-là comptable sur la mise en place d'une véritable politique en matière d'exportation. Oui. Une politique de développement en amont de la production et une politique de commercialisation en aval de cette production. Donc à ce moment-là, il faudra définir cette politique et établir les différentes institutions devant aider à promouvoir les produits haïtiens sur le marché international, sur le marché régional et sur le marché international aussi. Donc, en très peu de mots, il y a de l'espoir pour Haïti. Mais bien sûr, dans la mesure où on se montre sérieux
que nous ne pas tergiverser, qu'on essaie d'accepter, disons, le bloc régional comme étant le bloc partenaire, qui a des partenaires qui sont disposés à faire des affaires avec nous autres. Il faut que le secteur privé, justement, et je vois que le secteur privé commence à bouger aussi, il faut que le secteur privé arrive aussi à comprendre l'importance de la CARICOM, qui est un marché naturel. Tout à fait. Et il y a des possibilités d'exportation dans la région. Et ils peuvent des affaires, ils peuvent développer aussi des joint ventures, pourquoi pas, avec leurs homologues de la région aussi. Très bien. Ainsi prend fin la 366e édition de votre émission de Madère sur le Guinée. Émission qui a eu pour thème intégration d'Haïti à la CARICOM. Quels enjeux? Il y a de l'espoir pour Haïti, c'est une opportunité. Eh bien, faisons de notre mieux pour pouvoir tirer avantage de cette opportunité. Ainsi, nous disons un grand merci à M. Elie pour sa disponibilité et à vous. Nous disons à bientôt.